Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours sur les systèmes d'exploitation temps réel et spécifiquement pour l'embarqué. Donc c'est la partie numéro 2. Nous avions fait la première partie de ce cours la semaine dernière en synchrone et je vous propose cette deuxième partie en asynchrone. Alors nous nous étions arrêtés sur cette partie-là. Je vais juste passer en plein écran. Voilà. Nous étions arrêtés sur la partie réseau, donc je vous propose de reprendre à ce niveau-là. Donc, on va passer assez rapidement là-dessus car c'est pas le propre du système d'exploitation, enfin des systèmes d'exploitation qu'on va utiliser pour les applications embarquées. Mais pour la partie réseau, donc dans un réseau, deux systèmes reliés arrivent à communiquer. Du moment que les communications se font de part et d'autre avec les mêmes protocoles réseau, hein. Selon le modèle OSI, les différents protocoles existants sont répartis sur 7 niveaux. On avait vu le modèle OSI quand on avait fait un petit peu le CAN qui touche les deux premiers niveaux, où un protocole d'un niveau donné peut être combiné avec n'importe quel protocole des niveaux situés en dessus et en dessous. Donc, pour les systèmes d'exploitation, qui contiennent typiquement plusieurs programmes nécessaires pour des échanges d'informations, dans différents protocoles de 1 à 4. Ça va être tout ce qui est pilote, je vais vous montrer juste après. Et puis niveau 5 à 7, c'est plutôt vous, c'est-à-dire ce que vous allez programmer. C'est les logiciels applicatifs. Et puis du middleware s'il y en a. Un exemple de middleware, on faisait juste avant tout ce qui était système de fichiers. La librairie FATFS, par exemple, est un middleware. Alors pour les échanges d'informations selon le protocole de niveau 1 et 2, donc c'est les niveaux qu'on va retrouver par exemple sur le bus CAN et le bus LIN, le système d'exploitation il demande l'opération au matériel par l'intermédiaire d'un pilote. Pilote qui peut faire partie intégrante du système d'exploitation ou être fourni par le constructeur du matériel. Dans notre exemple sur SM57, on est en train de construire deux pilotes en TP, le pilote pour le CAN, le pilote pour le LIN, et donc après on pourra utiliser ces pilotes avec le système d'exploitation que l'on déploiera. Lors de l'envoi d'informations sur le réseau, un logiciel applicatif crée une information, la met en forme conformément au protocole des niveaux 7 à 5, puis la transmet au système d'exploitation. Divers programmes du système d'exploitation ils vont découper cette information en trames, puis vont mettre en forme les trames et les envoyer conformément au protocole des niveaux 4 à 1. Donc, pour résumer, votre tâche va utiliser le bus CAN, donc elle va, elle, définir les données, l'identifiant, etc. Puis après, eh bien, votre pilote s'occupe de faire tout le reste, c'est-à-dire toutes les fonctions CAN que vous avez écrites pour pouvoir envoyer et recevoir des trames. Lors de la réception de trames depuis le réseau, divers programmes du système d'exploitation vont tenter de les décoder conformément à différents protocoles du niveau A4, puis transformer la suite de trames en un flux continu qui sera envoyé au logiciel applicatif destinataire. Donc le logiciel applicatif destinataire, il recevra que l'identifiant et la donnée, que ce qui est intéressant dans la trame CAN, par exemple. Le logiciel va alors décoder le flux conformément au protocole de niveau 5 à 7, et le logiciel applicatif effectue préalablement une connexion, c'est-à-dire une liaison logique par laquelle il va s'associer avec un flux particulier. Vu qu'il y a plusieurs tâches, il n'y a qu'un bus CAN, il va falloir un petit peu gérer tout ça. Le choix exact des protocoles utilisés dépend du système concerné et des liaisons réseau qui vont être utilisées. Divers paramètres de configuration permettent d'influencer le choix des protocoles. Ils permettent par exemple d'empêcher l'utilisation de protocoles interdits sur le réseau concerné. Donc ça ne nous concerne pas vraiment. Alors, ensuite, on va voir le contrôle d'accès. Là encore, c'est un petit peu hors scope par rapport à ce qu'on va faire en TP, mais il est important puisque dans un système d'exploitation multi-utilisateur, un ensemble de programmes assure la sécurité des informations enregistrées dans les mémoires, ainsi que la disponibilité du système, ceci afin de préserver la confidentialité et éviter que des manipulations effectuées par un utilisateur perturbent l'utilisation du système par les autres utilisateurs. Typiquement, l'accès à une ressource, le buscan par exemple, par plusieurs utilisateurs en même temps. Cette fonctionnalité est souvent utilisée pour les ordinateurs, mais elle est souvent absente des systèmes embarqués. Effectivement, il n'y aura qu'un seul utilisateur du système que vous allez déployer, donc vous n'aurez pas toute cette notion à mettre en œuvre. L'interface utilisateur, suivant les systèmes, l'interface utilisateur peut être plus ou moins fournie. Pour la partie renvoi d'informations du système, ça peut aller d'une simple LED à un afficheur. Un ensemble de programmes du système d'exploitation reçoit les informations envoyées par les logiciels applicatifs et après traitement va les retourner sur les périphériques de sortie
par l'intermédiaire de pilotes. Pour la prise d'information, cela peut aller d'un simple bouton à un clavier, en passant par tous les capteurs existants, hein. Ici, un autre ensemble de programmes reçoit les manipulations effectuées par l'usager par l'intermédiaire de pilotes, puis les transmet au logiciel concerné. Ces deux ensembles créent l'interface homme-machine qui permet à un usager de dialoguer avec la machine. Un exemple, hein, nous, on a le bouton poussoir bleu et puis les 4 LED. Hein. Logiciel utilitaire. Alors, un logiciel applicatif sert à assister l'utilisateur dans une activité. Les logiciels utilitaires sont des logiciels applicatifs qui permettent à l'utilisateur d'effectuer des manipulations basiques telles que démarrer les programmes, copier des fichiers ou modifier les paramètres de configuration. Divers logiciels utilitaires sont fournis avec les systèmes d'exploitation. Certains programmes permettent à l'utilisateur à modifier les paramètres de configuration du système d'exploitation, et ceux-ci proposent des listes à choix multiples et effectuent des contrôles de validité avant de modifier les paramètres. C'est un petit peu hors scope pour ce qu'on fait ici. D'autres programmes servent à installer des logiciels, c'est-à-dire copier les fichiers dans les emplacements prévus à cet effet, et effectuer les modifications de configuration nécessaires pour rendre le logiciel opérationnel. Ces programmes, ils peuvent aussi servir à consulter la liste des logiciels actuellement installés. Donc là, on est complètement hors scope d'un système embarqué, puisque dans un système embarqué, on va justement essayer d'installer le minimum requis pour le bon fonctionnement du système. Un système d'exploitation multi-utilisateur est en général fourni avec des programmes permettant de surveiller l'utilisation par autrui de l'ordinateur, consultation de journaux d'activité ou de modifier la liste des droits en accès en vue d'autoriser ou interdire un fichier à certains utilisateurs. Voilà, donc là on a un petit peu hors cadre, mais je trouve important de vous le présenter, puisque c'est une fonctionnalité qui est très développée dans les systèmes d'exploitation, un peu plus étoffée, typiquement les systèmes d'exploitation de PC. Hein. Alors le noyau, aussi appelé kernel, c'est un espace mémoire isolé dans lequel est placé tout ou partie du système d'exploitation. En fait, c'est l'espace mémoire où il y a le code du système d'exploitation lui-même. Dans le langage courant, le terme kernel définit l'emplacement ainsi que l'ensemble des programmes qu'il contient et qui forment le cœur rigide du système d'exploitation. Le contenu du noyau ne peut pas être modifié par inadvertance par les logiciels applicatifs. Alors, l'organisation générale. Un système d'exploitation est typiquement organisé en couches distinctes. La couche supérieure, c'est l'interface de programmation avec les logiciels applicatifs, dont fait partie les logiciels utilitaires que je vous citais précédemment. Au centre, on va retrouver une ou plusieurs couches qui contiennent les composants principaux du système d'exploitation, tels que les programmes pour les systèmes de fichiers et le réseau, la gestion de la mémoire, les pilotes, l'ordonnanceur, la gestion d'interruption, etc. Et puis la couche inférieure, qui est également appelée couche d'abstraction matérielle, ou encore HAL, Hardware Abstraction Layer. Elle est chargée de masquer les particularités matérielles et les différences qu'il existe entre les machines sur lesquelles le système d'exploitation sera utilisé. Là, vous reconnaissez un petit peu la bibliothèque qu'on utilise depuis le début en SM57. Alors, une comparaison entre un noyau monolithique et micro-noyau. Je ne vais pas vous la faire tout de suite puisque je vais zoomer après sur qu'est-ce que c'est qu'un noyau monolithique et un micro-noyau. Retenez juste cette petite figure, vous pouvez la mettre à côté de vous pour l'explication qui vient juste après. Donc on y vient, on va voir l'architecture des systèmes d'exploitation et on va commencer par l'ancêtre, on va dire le système d'exploitation qu'on appelle monolithique. Alors il est très simple, le système d'exploitation monolithique qui ne consomme pas beaucoup de ressources, il convient aux petits systèmes ou quelques portions de système temps réel complexes. Il est entièrement en mode privilégié. L'application utilise un appel système pour accéder au service du système d'exploitation et c'est une procédure exécutée. La gestion de l'interruption est optimisée car il n'y a pas de changement de contexte entier. On dit que c'est prioritaire car l'ordonnanceur est désactivé. Il est impossible de mettre à jour à chaud l'application à chaud. C'est typiquement ce qu'on a dans nos cartes nous. Et la structure de base, il est composé d'un programme principal qui invoque la procédure de service, donc c'est le main. En fait, dans le main, vous allez appeler le système d'exploitation, et un ensemble de procédures de service qui gèrent les appels système. Un ensemble de procédures utilitaires auxiliaires des précédentes. Donc là, ça sort un petit peu du cadre OS temps réel. Alors, ce type d'architecture, il est utilisé pour les vieilles versions d'Unix, FreeBSD, Solaris et le DOS. Donc, il y avait une procédure principale, et en dessous, il y a des procédures de service, et puis en dessous, si besoin, des procédures auxiliaires. Donc, vous voyez que c'est un peu une arborescence. Un exemple, l'exemple plus connu, je pense, c'est Unix, où vous avez les applications que vous développez ici en jaune, c'est vos tâches.
Ces tâches vont interagir avec une interface de programmation que vous propose le système d'exploitation. Cette interface de programmation va faire intervenir différents blocs propres au noyau du système d'exploitation, que vous trouvez ici en violet. Et puis après, ces blocs vont interagir avec le matériel via la couche d'abstraction matérielle. Alors l'avantage, c'est qu'il a de très bonnes performances, il est vite développé, et dans les dernières versions, on a des chargements dynamiques et donc sélectifs des modules. Les inconvénients, c'est qu'il est difficilement extensible, le code est très peu modulaire, il reste très complexe parce qu'il faut connaître l'ensemble euh, des modules que compose le noyau pour pouvoir le coder. Le code est assez massif. Bien sûr, tout ça va donc accueillir plus de code en mémoire, donc plus c'est gros, moins c'est performant. Et puis on a pas mal ces sources de nid bug et c'est peu fiable puisque en gros, dès qu'il y a une tâche qui plante, ben, on est obligé de redémarrer le système d'exploitation complètement. Alors, ensuite, on a le système d'exploitation multicouche. Le système d'exploitation multicouche, il est organisé en hiérarchie de couches. Donc, chacune construite sur la base des services offerts par la couche inférieure. Et l'interface et la gestion des interruptions, elle est similaire à celle des systèmes monolithiques. Il est doté d'une meilleure structure et d'une meilleure modularité, ce qui lui apporte une maintenance plus aisée. Et puis la configuration est en contrepartie plus fine et a donc une meilleure utilisation de la mémoire et des performances. Alors, petite description de l'OS multicouche, hein. Donc avec un exemple. Donc c'est un très vieux, ici un exemple d'un très vieux OS. Donc on a différentes couches. La couche 0, par exemple, ça fournit le service de multiprogrammation. Donc dans la première couche, c'est un ensemble de processus séquentiels indépendants. La couche supérieure, la couche numéro 1, on va avoir tout ce qui est allocation de mémoire dans la mémoire principale. Tout ce qui est au-dessus, les processus, ils ignoraient les emplacements mémoire. Ensuite, la couche de gestion de la communication entre processus et la console opérateur, donc l'IHM. Dans la couche précédente, ben, chaque processus avait sa propre console opérateur. La couche après, c'est les périphériques d'entrée-sortie et de mise en mémoire tampon des flots d'entrée-sortie. Au-dessus, les processus, ils travaillaient sur une couche abstraite, donc ils ne connaissaient pas les périphériques d'entrée-sortie. Et ensuite, on a la couche qui contient les programmes utilisateurs, les notions de processus, de mémoire. Là ici, tout ce qui est en dessous est abstrait. Et puis enfin, on a le processus opérateur, qui est un peu le contrôle global du système. Donc voici un petit rappel des différentes couches. Donc l'avantage de travailler avec ce mode d'architecture, c'est qu'il est facile à étendre, puisqu'il suffit de rajouter des couches. Donc c'est un peu plus structuré, tout en restant un modèle assez simple. Alors les inconvénients, je pense que vous le voyez, il va falloir traverser les couches. Donc traverser les couches, les différentes couches peuvent être coûteux en termes de ressources, mémoire, etc., mais aussi CPU et donc temps. La multiplication des couches peut ne pas être nécessaire dans certains cas. Et puis, on a des performances moins bonnes qu'en monolithique à cause de ce fait qu'il faut traverser les couches. Chaque tâche va utiliser en fait tout ou partie des couches. Alors ensuite, on a le système d'exploitation micro-noyau. Donc, plusieurs fonctions du système d'exploitation micro-noyau est déplacées vers des processus serveurs s'exécutant en mode utilisateur, ce qui permet une réduction au maximum de la taille du code privilégié. Le but de cette architecture, c'est de gérer les communications entre applications et serveurs pour renforcer la politique de sécurité et permettre l'exécution de fonctions système, par exemple accès au registre d'entrée-sortie, etc. Donc il y a une meilleure fiabilité, hein, puisque en fait le noyau il est divisé sur plusieurs instances différentes. Donc si un processus serveur crash, le système continue de fonctionner et il est possible de relancer le service sans redémarrer. Donc ce modèle est facilement étendu à des systèmes distribués. Donc c'est pas du tout le cas d'un système, d'un OS en temps réel pour l'embarquer. La gestion d'interruption, elle se fait par commutation de tâches, qui est moins efficace que le modèle monolithique, mais le noyau, il gère les communications entre clients et serveurs. Donc c'est très utilisé dans les systèmes d'exploitation serveurs. Certains services sont impossibles à exécuter en mode utilisateur, par exemple certains pilotes de périphériques d'entrée-sortie. Donc typiquement, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, le système d'exploitation, il est divisé sur plusieurs machines, tout simplement. Le noyau, il est réparti sur... Alors, quand je dis plusieurs machines, vous allez tout de suite imaginer plusieurs matériels différents, mais ça peut être un processeur avec plusieurs cœurs. Et donc, chaque petite partie du noyau est répartie dans un cœur. Okay. Si le client communique avec le serveur par envoi de message, il
il lui importe peu que le serveur soit local ou distant, hein. Que ce soit un cœur dans le même microprocesseur ou que ce soit un autre microprocesseur sur un PC où il faut traverser le réseau pour pouvoir y accéder, ben lui en fait c'est complètement abstrait, c'est exactement la même chose. Donc le résultat est le même, d'où l'adaptabilité au réseau, au système distribué. On peut citer quelques exemples, un Windows NT, Mac, Chorus et je pense le plus connu c'est QNX. Alors les avantages, c'est qu'il est extensible, c'est qu'il minimise le code du noyau, puisque en fait il le divise en plusieurs parties et va le mettre sur chacun des serveurs. Si un serveur crash, ben, il sera le seul à redémarrer, donc il ne fait pas cracher l'OS entièrement. Le code est plus petit, donc moins de bugs. Les inconvénients, c'est qu'on est souvent tenté de rajouter des choses dans le noyau, vu qu'il est petit. Il a de très mauvaises performances, hein, puisque vous comprenez bien que pour s'exécuter, il s'exécute sur plusieurs machines en même temps. Et il requiert beaucoup de prudence lors de la conception, bah, de par le fait qu'il va faire que de faire des échanges pour son bon fonctionnement. Alors, on a système d'exploitation machine virtuelle. Là, on sort un peu du cadre OS temps réel pour l'embarquer, hein, mais je le cite aussi. Le système d'exploitation machine virtuelle, il doit remplir deux fonctions, ce qu'on appelle la multiprogrammation et les services système. On a un ou plusieurs systèmes d'exploitation qu'on appelle invités, qui s'exécutent sur les processeurs virtuels et vont fournir les services système. Donc, on peut avoir deux types de systèmes d'exploitation pour machine virtuelle. La machine virtuelle qu'on appelle native, où c'est que vous avez la couche matérielle et le moniteur de machine virtuelle qui est commun aux deux instances de système d'exploitation que je vous mets dans l'exemple ici. Et puis après, les applications et systèmes d'exploitation invités sont sur chacune des instances de la machine virtuelle. Euh, on peut avoir une machine virtuelle qu'on appelle invitée, où on a un système d'exploitation hôte qui va héberger un ou des systèmes d'exploitation invités. Quelques exemples, XN, VMware, VirtualBox aussi, etc., etc. Avantage, ça permet l'exécution de plusieurs OS sur une seule machine. Donc ça peut être pratique. Permet une bonne portabilité des applications. Et on a une protection complète puisque le code s'exécute en mode privilégié, complètement géré. Et un bon environnement de développement, hein, pour pouvoir développer sur ces systèmes d'exploitation invités. Inconvénient, bah forcément, hein, vous avez plusieurs systèmes d'exploitation, donc vous partagez les performances, et puis on a un manque de flexibilité. Voilà un petit peu pour le tour des architectures. Maintenant, on va revenir sur les principes de base des tâches, processus et threads. Donc un processus, c'est un ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment les éléments d'entrée en éléments de sortie. Pour les systèmes d'exploitation embarqués, c'est donc un programme en exécution. Donc je vous rappelle, hein, on va retrouver le code, mais on va retrouver également la pile et le TAS. Donc il comporte le code, le programme, les données, les variables globales et dynamiques, qu'on appelle aussi le TAS, la pile d'exécution, ça va être tout ce qui est variable globale, locale, pardon, et mise en œuvre des appels et retour des fonctions. Et le contexte, bah, les registres internes, la table des fichiers, les variables d'environnement, etc., etc. Alors la pile et le TAS, ce sont des frontières mobiles qui croisent en sens inverse. Alors, je vais peut-être pas revenir là-dessus parce qu'on a fait ça la semaine dernière. Je vous rappelle, un processus ou une tâche peut avoir différents états. Donc, nouveau, prêt, en exécution, terminé, en attente. Je passe rapidement là-dessus parce que sur FreeRTOS, quand je vous présenterai ça, je vais aller dans le détail. Et puis, je vous ai déjà un peu montré ça la semaine dernière. Donc, chaque processus est représenté dans le système d'exploitation par un bloc de contrôle qu'on appelle Process Control Block ou encore PCB. Généralement, vous allez avoir un fichier PCB où vous allez ajouter vos processus, vos cartes d'identité de processus à l'intérieur. Généralement, il est constitué de l'état du processus, hein, dans ce qu'on a vu juste avant. Le compteur d'instruction, c'est la prochaine instruction à exécuter, ou la ligne à laquelle on s'était arrêté lorsqu'on avait mis en pause le processus. Les registres CPU, la date de création du processus, un numéro d'identité, PID, des informations sur le répertoire de travail, informations sur l'identité de l'utilisateur si on est dans un système d'exploitation multi-utilisateur, hein, de son groupe, et puis l'état des entrées-sorties, etc., etc. Alors la commutation entre les processus, elle s'illustre de la manière suivante. Le processus P0 ici en exécution, on veut le mettre en pause pour passer à P1, ben, on va sauvegarder l'état dans la pile PCB0, on va recharger l'état du processus qu'on veut mettre en exécution, donc ici PCB1, on le passe en exécution, on l'interrompt ensuite, eh bien on va sauvegarder l'état de PCB1,
puis on va reprendre le 0, donc on va recharger l'état de PCB 0, etc., etc. C'est à ça que servent les piles de chaque processus, à sauvegarder à un moment donné les variables, l'état des variables, pour pouvoir, lorsqu'on le réenclenche, enfin, lorsqu'on va le réutiliser plus tard, eh bien, retrouver cet état de variable qu'on avait. Les inconvénients des processus. Alors, ils sont lourds en mémoire, puisqu'on a de la duplication de code. Puis la communication entre processus, c'est assez difficile, hein, vous avez vu tout ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un thread? Un thread, c'est un processus léger. C'est similaire à un processus, sauf au point de vue de la gestion de la mémoire. Là où chaque processus, il possède sa propre mémoire virtuelle, on a vu la mémoire virtuelle la dernière fois, les threads d'un même processus, ils se partagent leur mémoire virtuelle. Par contre, tous les threads possèdent leur propre pile d'appel. Donc là, vous comprenez qu'en fait, un processus, c'est au-dessus du thread. Dans un processus, il peut y avoir plusieurs threads. Dans un même processus, on peut avoir donc plusieurs threads qui aura chacun sa pile et un PCB réduit permettant la sauvegarde des registres. Mais le code, le contexte et le TAS, ils sont partagés. Alors les petits systèmes d'exploitation embarqués, ils utilisent seulement les threads, alors que les grands systèmes d'exploitation peuvent utiliser plusieurs modèles processus thread. C'est le cas d'une autre qu'on va utiliser. Ils n'utilisent que des threads en fait. Ou thread, tâche, c'est la même chose. Il existe deux types de processus et de threads. Statique, c'est-à-dire toutes les tâches sont connues à l'avance. Il n'est pas possible d'en créer pendant que le système y tourne. C'est souvent le cas des systèmes d'exploitation. En tout cas, nous, c'est ce qu'on utilisera. Sauf si vous désirez faire autrement, hein, mais en TP, on peut faire le TP avec ça. Et puis dynamique, on a des appels système qui permettent de créer et détruire des tâches à la volée. Donc, bien sûr, hein, ça rend le système plus flexible, mais bien sûr plus complexe. Alors voilà un petit peu. Maintenant, je vais rentrer dans les normes des systèmes d'exploitation. Et je vais commencer par celle que je vous avais citée précédemment la semaine dernière, qui est POSIX. POSIX, c'est l'abréviation de Portable Operating System Interface. Donc c'est un standard pour les API. Hein. Et puis on le retrouve dans les OS dérivés de Unix. Donc il existe quelques spécifications pour des primitifs temps réel. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, hein. Il y a PSE51, PSE52, PSE53, etc. Vous lirez. En fait, ce que ça fait, c'est que toute ou partie de l'API va être compatible POSIX suivant le type de système d'exploitation, enfin de type de POSIX que vous voyez dans l'étiquette du système d'exploitation lorsque vous lisez en fait sa description. Alors quelques exemples. RT Linux SE réclame un profil 50, PSE51 alors qu'RTI ne déclare rien du tout. Donc il faut faire attention quand vous voulez utiliser votre code qui a été développé sur un système d'exploitation POSIX sur un autre système d'exploitation POSIX, il faut faire attention à ces petits acronymes-là. Alors, quelques autres normes? Je vais les balayer un petit peu en revue comme ça, très rapidement, hein, si jamais vous les voyez, que vous savez un petit peu ce que c'est. Unix 98, c'est une normalisation de l'OS Unix. Ça incorpore plusieurs normes de POSIX. ELEX, c'est une interface de programmation pour les systèmes embarqués. Ça se veut un sous-ensemble des normes POSIX et ANSI. C'est un petit peu un mix avec les deux. Microtron, c'est une norme japonaise pour les systèmes embarqués. Et puis, il y en a une autre, une grosse, qui s'appelle OSEC, OSEC et VDX. C'est une norme allemande pour une architecture ouverte reliant les divers contrôleurs électroniques d'un véhicule. Alors OSEC, c'est pour, voilà, je vous abrège, c'est en allemand. Hein. Et je vous mets plutôt l'acronyme en français, c'est Système ouvert et interface correspondante pour l'électronique des véhicules automobiles. Donc ça a été créé en 1993, hein, toujours par un consortium de constructeurs et d'équipementiers automobiles, donc c'est allemand, donc BMW, Bosch, Daimler Chrysler, Opel, Siemens et Volkswagen. Et puis aussi, il y avait un département de l'université de Karlsruhe. Donc leur but, c'était de développer un standard, en fait, pour une architecture ouverte qui relie les divers contrôleurs électroniques d'un véhicule. Et en 1994, bien sûr, comme pour le CAN, qu'ont fait les Français, ils étaient pas contents que les Allemands aient fait ça, donc ils ont développé leur propre projet qu'on appelle VDX, pour Vehicle Distributed Executive. Mais bon, bien entendu, ça n'a vu que les autres utilisaient déjà OSEC un petit peu partout, ça n'a pas marché, le VDX, et donc ils ont rejoint OSEC, et ils ont formé OSEC VDX. Enfin, en fait, c'est OSEC, mais VDX, c'est calqué pour être compatible OSEC. Vous retrouverez aussi peut-être RT-Spec, c'est pour Java, c'est une spécification pour un runtime Java qui édicte des prédictions. RT-Cobra, qui est un ensemble de spécifications temps réel. Je vais vraiment rapidement, c'est juste pour si le nom apparaît un coup dans une datasheet, que vous soyez un petit peu au courant de à quoi ça correspond.
Voilà. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui est logiciel libre et système embarqué. C'est important d'en parler puisque FreeRTOS, celui qu'on va utiliser, est un système d'exploitation libre, comme son nom l'indique. Donc un logiciel libre, c'est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification et la duplication en vue de sa diffusion sont permises techniquement et légalement afin de garantir certaines libertés à l'utilisateur. Donc le logiciel libre s'impose de plus en plus comme une solution de remplacement moins coûteuse au logiciel propriétaire. Ces droits, ils peuvent être simplement disponibles, hein, c'est le cas du domaine public, ou bien établis par une licence qui est dite libre, basée sur le droit d'auteur. Les licences copyleft garantissent le maintien de ces droits aux utilisateurs, même pour les travaux dérivés. Ça, c'est important, hein. Les logiciels libres constituent une alternative à ceux qui ne sont pas qualifiés de propriétaires ou de privateurs. Alors un logiciel, il est libre si il confère à son utilisateur 4 libertés. Alors la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages, la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins, donc d'avoir les sources, la liberté de redistribuer des copies du programme, ce qui implique la possibilité aussi bien de donner que de vendre des copies. Donc là, il y a une petite nuance, hein. On peut vendre ces copies. Et la liberté d'améliorer le programme et de distribuer ces améliorations au public pour en faire profiter toute la communauté. Donc vous voyez, qui dit logiciel libre ne dit pas forcément logiciel gratuit. Vous retrouverez principalement l'acronyme GPL, hein, pour General Public License. C'est la plus répandue des licences de ce type et c'est celle qui est la plus répandue, c'est GNU, GNU GPL. Pour faire court, on peut réduire encore plus en GPL, hein. Généralement, quand on dit GPL, c'est GNU GPL derrière. Certaines licences, dont la plus connue et utilisée pour le logiciel libre, c'est la licence publique générale GNU, hein, mais elles sont relativement complexes en fait. Ainsi, la GPL ne donne le droit de redistribuer un logiciel que si l'ensemble du logiciel, y compris toutes les modifications que vous avez faites, sont redistribuées selon le terme exact de la GPL. Donc cette licence, elle est dite virale ou contaminante par ses opposants, car si elle autorise la fusion d'un logiciel sous GPL avec un logiciel sous une autre licence, elle n'autorise en revanche pas la redistribution du logiciel fusionné, ou en tout cas l'autorise que sous GPL. Hein, donc si vous avez un bout de code propriétaire qui est propriété de votre entreprise et vous le migrez dans un logiciel qui est sous licence GPL, le résultat n'est plus propriétaire, il est sous licence GPL. Il existe beaucoup de systèmes d'exploitation embarqués, mais ils sont souvent dédiés à des applications dédiées, hein. On va faire un petit tour très rapidement, un petit passage sur tout ce que vous pouvez trouver. Alors, ils sont assez vieux, c'est volontaire, parce que les récents, en fait, vous les connaissez un peu tous. C'était un petit peu pour voir aussi, vous faire un historique. Alors, le premier, c'est PalmOS. PalmOS, c'est un système d'exploitation embarqué et propriétaire permettant le fonctionnement d'appareils électroniques, hein. C'était les PDA à l'époque. C'était conçu en 1996. Et donc, ça a été utilisé pour des smartphones, des montres bracelets, consoles, jeux portables, lecteurs de code barre, appareils GPS, etc. Alors, ça a été renommé en Garnet OS, et ensuite, à un moment donné, alors je sais plus c'est quelle date, ça a été intégré dans Linux embarqué, et puis aujourd'hui, ça survit dans Palm WebOS, mais il me semble que c'est plus du tout utilisé. Alors, quelques fonctionnalités principales, hein, de PalmOS. Un environnement à tâche unique et simple pour permettre le lancement d'applications en plein écran avec un ensemble commun et de base d'interface graphique. C'était fait pour des téléphones portables, donc il y avait beaucoup d'API pour interface graphique. Ça supportait des écrans monochromes ou couleurs avec des résolutions de 480 par 320, donc ça fait un peu rigoler aujourd'hui. Et puis voilà, vous voyez, hein, il y a différentes API qui étaient très orientées téléphone portable. On avait différents protocoles, hein, TCP/IP, ça gérait l'USB, l'infrarouge, le Bluetooth, le Wi-Fi, ça supportait les ports d'extension pour carte mémoire, etc. Alors, pourquoi on utilisait ce système? Système, en fait, il offrait une gestion de la mémoire simplifiée, des primitives de gestion de base de données et de l'écran, des bibliothèques mathématiques et puis des applications minimalistes. Donc, c'était fort utile lorsqu'on voulait développer sur téléphone portable. Donc ce système d'exploitation, il est mono-application, mono-thread, et donc il ne nécessite pas beaucoup de puissance, hein. Il tournait sur un MK8 à 20 MHz ou un ARM en 200 MHz. Alors le système d'exploitation, il a été amélioré après, utilisé par d'autres sociétés pour le Pro Platform sous licence. Peut-être que vous en connaissez quelques-unes, hein. Handspring, Sony, IBM, Qualcomm, Symbol, Tapwave ou encore Fossil.
Garmin également, sur les montres GPS, Endera, etc., etc. Alors, on distingue deux types de machines, hein, les PDA dits classiques et les machines hybrides PDA plus smartphone, plus téléphone, qui étaient l'ancêtre en fait du smartphone. Et en fait, PalmOS, je vous en parle parce que c'est l'ancêtre de tous les Android et compagnie. Alors, le tout premier Windows pour embarquer, c'était Windows CE. Alors, CE, c'était pour Compact Embedded. Donc, on l'abrège WinCE. C'est une variation de Windows pour les systèmes embarqués et d'autres systèmes minimalistes qui sont utilisés notamment dans les PC de poche. Donc, il utilisait un noyau distinct des autres Windows plutôt qu'une version allégée. Donc, il avait son propre noyau, hein. Donc il est doté de fonctionnalités générales, hein. Il est prévu pour fonctionner sur des périphériques à faible empreinte mémoire, donc avec très peu de mémoire. Donc la taille d'une image système sans le support graphique, c'est l'ordre du mégaoctet, le kernel. Windows CE, il peut fonctionner sans support de stockage et exclusivement en RAM-ROM, donc sur un microcontrôleur. Il était compatible sur les architectures ARM, x86, MIPS, Hitachi SH. Attention, quand je dis ARM, c'est pas l'architecture qu'on a dans le STM32. L'architecture du STM32, c'est une architecture de la marque ARM, mais c'est Cortex M4. ARM avant, ils avaient le nom de la marque et ils avaient le nom d'une architecture. Windows CE, il répond aux contraintes d'un système temps réel avec un ordonnanceur préemptif à 256 niveaux de priorité et un temps de latence des interruptions qui est déterministe. Et sous certaines conditions, il y a un mécanisme d'inversion de priorité, comme dans FreeRTOS qu'on va utiliser. Et puis, l'unité d'exécution, c'était le thread, il n'y avait pas de processus. Il prenait en charge un environnement graphique, hein, qui est basé sur une mécanique événementielle. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'on ne fait pas du graphique dans l'UV. Et puis il avait pas mal de protocoles de communication, hein, Bluetooth, IRDA, Ethernet, Wi-Fi, etc., etc. Il intègre donc en fait tous les services de Windows, mais également la mauvaise fiabilité de ceux-ci, hein, mais il permet une facilité de portage des applications. Les applications Windows étaient compatibles avec Windows CE, bien sûr, sous couvert que ça puisse tourner dans un petit microcontrôleur. Il y avait aussi tous les IDE qui allaient avec, hein, développement système, il y avait Platform Builder, il y avait Embedded VC, Visual Studio, WinDev et Remote Tools pour faire du diagnostic et d'analyse. Donc il existe également un compilateur croisé libre qui permet de développer des applications Windows CE à partir d'autres plateformes comme Linux, FreeBSD, macOS, qui s'appelait CE GCC. Donc c'est un dérivé de la famille GCC. Je vous laisserai lire ça, hein, c'est une petite anecdote sur WinCE. Et on va passer aux ancêtres d'Android, qui est Symbian OS. Alors Symbian OS, c'est un système d'exploitation multitâche préemptif pour téléphone portable de type smartphone et PDA. C'est un peu le concurrent de PalmOS. Il est né d'un consortium entre les différents constructeurs, donc il y a Psion, Nokia, Motorola, Ericsson, Panasonic et également Siemens et Samsung. Donc il dispose de nombreuses API spécifiques pour la communication mobile ou à les données, hein, je pense que vous le comprenez, donc vous voyez les protocoles ici, hein, des protocoles qu'on retrouve sur des téléphones portables et des smartphones. Le 16 novembre 2006, il y avait 100 millions de téléphones mobiles qui avaient été vendus avec ce système d'exploitation. À l'époque, c'était l'écrasante majorité des systèmes d'exploitation. Enfin, des systèmes d'exploitation qui étaient utilisés pour téléphone portable, avant qu'arrive Android. Il était racheté à 100% par Nokia. Donc à un moment, Nokia détenait 100% de Symbian OS, alors que le géant avant ne détenait que 48%. Et le reste était détenu par Sony, Siemens, Samsung et Panasonic. Donc ils se sont dégagés de Symbian OS. Et puis, à partir du 21 octobre 2009, Symbian OS est passé en open source et vous pouvez le télécharger encore aujourd'hui, même si malheureusement Nokia a annoncé l'abandon de Symbian pour le remplacer par Windows Phone 7 il y a quelques années déjà, maintenant ça fait une paire d'années, qui nécessite moins de ressources que Windows CE. Aujourd'hui, malheureusement, Symbian OS n'est plus du tout utilisé, mais vous pouvez encore trouver les sources et l'implémenter. Celui que je pense vous connaissez tous, hein, c'est Android. Donc c'est un système d'exploitation open source pour smartphones, PDA et terminaux mobiles qui a été conçu par Android, une start-up, puis ensuite très rapidement racheté par Google. D'autres types d'appareils possédant ce système d'exploitation existent, comme par exemple, vous en voyez partout, hein, des téléviseurs, des autoradios, des tablettes, etc. Donc c'est un système d'exploitation fondé sur un noyau Linux et il comporte une interface spécifique qui a été développée en Java. Toutefois, il est possible de programmer ces applications en C, pas forcément en Java.
mais on a un travail de portabilité qui est un peu plus important sur certaines architectures matérielles. Alors, si la majorité des périphériques Android sont basés sur une architecture ARM, vous pouvez bien évidemment, c'est compatible avec pas mal d'architectures en fait matérielles différentes. Et aujourd'hui, énormément d'architectures le supportent. Disponible dans une licence Apache version 2, le système d'exploitation il inclut tous les utilitaires requis par un constructeur ou par un opérateur pour mettre en œuvre un téléphone portable. C'est pour ça qu'il est autant utilisé aujourd'hui. Vous allez trouver Linux embarqué, qui désigne un système d'exploitation basé sur Linux et adapté à un système embarqué. Donc ils sont multitâches préemptifs et multi-utilisateurs. Donc il existe de nombreuses versions de Linux embarquées, adaptées à différents types de matériel, téléphone portable, des box, boîtiers ADSL, lecteurs multimédia, etc. Alors contrairement aux versions de Linux destinées aux ordinateurs personnels et aux serveurs, les différents systèmes Linux embarqués sont conçus pour des systèmes aux ressources limitées, mais tout en gardant la fiabilité des versions complètes. Les systèmes embarqués sous Linux disposent généralement de peu de RAM et utilisent fréquemment de la mémoire flash plutôt qu'un disque dur. Comme ils sont souvent dédiés à un nombre de tâches réduites sur une cible matérielle bien définie, ils utilisent plutôt des versions du noyau Linux optimisées pour des contextes précis. Et ça dispose bien sûr d'un noyau temps réel. Alors ensuite, vous allez peut-être le trouver de temps en temps, il se fait rare, RTEMS, pour Real-Time Executive for Multiprocessor System. Alors quand je dis ça, c'est surtout si vous travaillez des systèmes d'exploitation, des systèmes embarqués dont vous avez une architecture matérielle qui a plusieurs cœurs. Donc c'est un système d'exploitation temps réel libre, multitâche préemptif pour des systèmes embarqués. Il permet de développer des programmes dans lesquels le temps de réponse à la réactivité sont des contraintes fortes, quand vous avez beaucoup de temps réel dur. Il est porté sur de nombreux processeurs, ARM, M68, MIPS, PowerPC, SH, etc. DSP aussi, je crois. Et il est compatible avec divers standards de programmation ouverts comme POSIX et Microtron. J'ai mis un i en trop ici, c'est Microtron. Ainsi qu'avec la pile TCP/IP de FreeBSD et plusieurs systèmes de fichiers, dont FATFS. Il ne nécessite pas beaucoup de puissance, on le faisait tourner avec un Motorola 68K à 33 MHz. Il est très utilisé dans le milieu des expérimentations physiques, notamment il est beaucoup utilisé dans le milieu spatial. Par exemple, le projet Mars Reconnaissance Orbiter utilisait pour certains de ces systèmes ce système embarqué, ce système d'exploitation, pardon, pour l'embarquer. FreeRTOS, je fais un petit débrief rapide dessus, mais après, vous allez avoir tout un cours dessus, et c'est celui qu'on va utiliser en SM57. Donc c'est un noyau de système d'exploitation temps réel multitâche préemptif pour microcontrôleurs. Donc il est distribué sous licence GPL, donc par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, avec une exception facultative. Alors l'exception, ça permet aux utilisateurs avec du code source propriétaire de garder leur code source fermé secret tout en maintenant le noyau lui-même en logiciel libre. Donc ça déverrouille un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les applications industrielles et surtout pour vendre des dérivés. Ce qui facilite l'utilisation de FreeRTOS dans des applications propriétaires. Alors, les architectures matérielles supportées, tous les ARM, Cortex M3 et M4, nous on a un M4, les Atmel AVR et AVR32, donc Arduino, MSP 430, les microcontrôleurs PIC, les PIC 18, les PIC 24, les DSPIC, les PIC 32, donc pratiquement tous les PIC, les Renesas, X86 bien sûr, donc le format PC, les 8052, les derniers Motorola Coldfire V1, V2, et puis pas mal d'autres microcontrôleurs. Je n'ai pas mis pour ceux du département, de la FIS Énergie, les DSP aussi. Alors FreeRTOS, il est conçu pour être très 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 petit. Il a une très peu d'utilisation mémoire et il est très simple. Le noyau lui-même se compose que de 3 ou de 4 fichiers en langage C, vous allez voir. Et pour rendre le code plus lisible et facile à porter et à maintenir, il est écrit en C. On va coder en C dessus. Mais il y a quelques fonctions en langage assembleur qui sont incluses où elles sont nécessaires. Donc la plupart du temps, c'est dans des routines de l'ordonnanceur qui sont spécifiques à chaque architecture. Bon, nous, on va coder que en C. Alors, principale caractéristique, je l'ai dit, il est très petit, donc très peu d'utilisation mémoire, il est simple, il est très bon pour les débutants amateurs qui débutent sur les systèmes d'exploitation temps réel pour système embarqué, de ce fait, donc c'est nickel pour nous. L'ordonnanceur peut être configuré pour fonctionner en mode préemptif ou coopératif, il gère les deux. Il a le support de coroutine. Donc le coroutine, c'est une tâche très simple et légère qui a une utilisation très limitée de la pile.
Et puis VxWorks, c'est un petit peu le concurrent, enfin c'est pas le concurrent parce que FreeRTOS c'est le gratuit et VxWorks c'est le payant, en gros. Peut-être que les GI ont travaillé avec VxWorks parce qu'il me semble que quelques UV de GI, enfin en tout cas on a des licences VxWorks à l'UTBM. Donc VxWorks c'est un système d'exploitation temps réel multitâche, généralement utilisé dans les systèmes embarqués. Donc ce système d'exploitation, c'est la firme One River qui l'avait monté. Ça a été acquis par Intel en 2009 et ça a été employé par la NASA pour des missions spatiales Pathfinder, Stardust et les rovers martiens, Spirit et Opportunity. Et puis la sonde de reconnaissance orbiteur également. Donc il est principalement utilisé par la recherche et l'industrie, mais on va le retrouver dans différents systèmes de communication d'entreprise. Je vous cite quelques exemples ici. Ce système, alors il peut gérer plusieurs cartes mères, chacune possédant à son tour des slots d'extension afin d'y ajouter des interfaces de toutes sortes. Sonde de température, réseau, écran, carte d'entrée-sortie, etc. Donc le langage utilisé, c'est principalement le C++ et l'ADA, pour ceux qui développent en data. Et puis il inclut un support natif de TCP/IP, mais par contre, bah, il est payant et le coût de la licence est assez important. Enfin, le dernier que je vais vous présenter, on le retrouve également pas mal, c'est QNX. Alors, moi je le prononce QNX, vous pouvez dire également QNX. Donc c'est un système d'exploitation Unix commercial temps réel qui est compatible POSIX. Il est conçu principalement pour le marché des systèmes embarqués et il utilise un micro-noyau temps réel. Du coup, il est très utilisé dans des systèmes alors, les systèmes de prototypage rapide, pour le département énergie, si vous avez fait les UV, vous avez des émulateurs éoliens, etc. On utilise des systèmes de chez Opal RT et en fait, à l'intérieur, c'est un QNX qui tourne. Donc en fait, c'est très utile lorsque vous avez des microcontrôleurs multi-processeurs ou multicœurs, puisque bah, vous le voyez, c'est un système micro-noyau. Donc, dans le cas de QNX, l'utilisation d'un micro-noyau, il permet aux utilisateurs, ou plus particulièrement aux développeurs, de désactiver les fonctionnalités qui ne sont pas nécessaires, sans avoir à changer le système d'exploitation. Donc si vous avez besoin de faire ça à chaud, en fait, hein, pendant que le système tourne, bah là, c'est extrêmement utile. Il est également considéré à la fois comme léger et robuste, hein, puisque c'est un micro-noyau, rapide et complet, et de plus gratuit pour des applications non commerciales. Grâce à sa compatibilité POSIX, il y a de nombreuses applications open source qui ont été portées sur QNX. Donc moi je l'utilise pas personnellement, mais si un jour j'ai des travaux à faire sur un microcontrôleur multiprocesseur, bah, c'est vers QNX que je me dirigerai. Voilà, j'ai fait un tour global un petit peu des différents systèmes d'exploitation et de l'architecture. Donc ça conclut cette deuxième partie du cours. Et puis vous retrouverez très prochainement une autre vidéo où on va s'intéresser au cas particulier de FreeRTOS qu'on va voir en détail. Je vous remercie.